Il est 18h31 minutes et il est bon de commencer. Ne cessez jamais d'apprendre car la vie ne cesse jamais de progresser et nos métiers avec. Distingués membres du chapitre Côte d'Ivoire, honorables participants des autres chapitres, bonsoir et bienvenue à ce deuxième webinaire du groupe d'études sur le programme management. Je suis Destin Logbo, vice-président sponsorship au PMI Côte d'Ivoire et pour cette session, je serai votre animateur. J'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec un érudit, un excellent, un brillantissime gestionnaire de projet. Il est responsable de vente dans le secteur de l'énergie. Il exerce également dans la stratégie organisationnelle. Il est certifié PMP. Notre co-animateur de ce soir, vous l'aurez deviné, n'est autre que Serge Ebielé, que je vous prie d'accueillir. Bonsoir, Serge. Ah, c'est... Bonsoir Destin. Bonsoir. Je sens la pêche dans ta voix. Je suis certain que ce webinaire va se passer brillamment. Et si nous prenions un petit temps pour nous connecter les uns aux autres? Je sais que nous sommes suivis de partout le monde. Donc, chers participants, est-ce que vous pouvez dans le chat indiquer depuis quel pays vous suivez ce webinaire? L'event de ce soir va se dérouler en trois axes. Le premier axe, nous partagerons les notions théoriques sur la gestion des programmes, notions tirées du standard for Program Management version 5. Ensuite, on aura nos EREX. Nos illustres orateurs partageront leur expérience sur des programmes qu'ils ont implémentés. Et nous finirons par des questions-réponses. Il est important de souligner que ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires organisés par le groupe d'études sur le programme management. 8 webinaires seront organisés. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième webinaire. Tout cela pour dire qu'il faut rester connecté. Cher co-animateur Serge, est-ce qu'on peut rappeler ou on peut donner les objectifs du webinaire, de l'event, et puis donner un peu le profil de nos orateurs? Avec plaisir Destin. Mesdames et messieurs, chers invités, bonjour et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous pour ce webinaire consacré à la gestion des bénéfices dans les programmes. Nos objectifs pour cette session sont les suivants. Comprendre ce que c'est qu'un bénéfice dans un programme, explorer le cycle de vie de la gestion des bénéfices, découvrir les outils pratiques et les retours d'expérience, et enfin, répondre à vos questions afin que vous puissiez appliquer ces concepts dans vos propres programmes. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui deux experts de renom, Madame Oumou Kam Diaye, Senior IT Project Programme Manager chez Sonatel, certifié PGMP et PMP. Bonjour Oumou. Bonjour, Serge. Comment Merci d'être vas-tu? parmi nous. Je vais très bien, merci. Plaisir, plaisir. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, notre deuxième panéliste il se nomme Monsieur Sylvestre Diapobi. Il est docteur en business administration, manager portfolio chez MTN, certifié PFMP, PMP. Bonjour Sylvestre. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Bien, J'espère merci. que ça se passe bien. Ben ouais, ça va. OK. Merci également pour votre présence. Alors, je passe la main à Destin. Destin. Oui, merci infiniment, Serge. On va faire monter tout doucement le mercure. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est bon de rappeler un peu tout ce que nous avons vu au cours de les précédents webinaires. Au cours des précédents webinaires, nous avons défini un programme qui n'est autre qu'un ensemble de projets qui ont des interactions entre eux. Et ce programme vise à délivrer un bénéfice. Nous allons parler des différents principes qui régissent la gestion ou le management des programmes. Ces principes-là même qui décrivent la philosophie, qui orientent le comportement. 8 principes ont été arrêtés. Partie prenante, la synergie, le changement, les risques, la réalisation des bénéfices, la team of team, le leadership et la gouvernance.
Ces principes-là permettent de performer sur un certain nombre de domaines. Ces domaines-là qui sont l'alignement stratégique, le management des bénéfices, l'engagement des parties prenantes, la gouvernance, le management du cycle de vie et la collaboration. Au du dernier webinaire, nous avons parlé d'un cas pratique, Future Best Country, qui est un État qu'on essaie de bâtir. Et cet État-là s'est fixé des objectifs stratégiques qui sont de passer de niveau d'électrification de 60% à 100% sur l'étendue du territoire, passer d'un niveau d'alphabétisation de 70% à 100%, faire progresser la digitalisation, passer cette digitalisation de 30% à 96%, et cela sur une durée de 15 ans. Au cours de ce webinaire, il nous sera donné l'occasion de poser des questions. Et pour le faire, nous vous demandons, chers participants, de privilégier l'option Q&A, questions et réponses, en lieu et place du chat. Merci. Et cher co-animateur, je veux bien te passer la parole. Alors, merci Destin pour le rappel. Nous allons maintenant ouvrir ce panel consacré à un thème essentiel du management de programme, la gestion des bénéfices. Alors, dans le cadre du PGMP, la gestion des bénéfices est un pilier fondamental qui permet de s'assurer que les programmes créent une réelle valeur pour l'organisation et ses parties prenantes. Selon vous, Oumou, pourriez-vous nous rappeler en quelques mots ce que c'est que la gestion des bénéfices et pourquoi cet aspect constitue un élément central dans la gestion des programmes? Bien sûr, Serge. En réalité, la gestion des bénéfices pour le PGMP, c'est vraiment la capacité de transformer une stratégie en élément tangible. On a vu l'importance de la stratégie lors du premier webinaire. Un programme doit toujours être aligné avec la stratégie d'une organisation. Et quand un projet livre un livrable, donc une application ou autre, le programme, lui, doit livrer des bénéfices. Il doit être, entre guillemets, rentable. Il doit être aligné aux objectifs stratégiques d'une organisation. C'est vraiment la différence fondamentale avec le PGMP. On évalue un programme pas simplement sur les aspects du triangle standard, coût, délai, qualité, mais surtout sur sa capacité à générer et à maintenir des bénéfices durables pour l'entreprise. Une entreprise ne va pas se lancer dans un programme si les bénéfices ne sont que temporaires, si les bénéfices ne marchent que pour lui, mais pas pour ses parties prenantes. Il y a vraiment cette nécessité que le programme génère des bénéfices durables pour l'entreprise et ses parties prenantes. Je prends un exemple. Un projet installe une application mobile. Le livrable donc, c'est l'application mobile. Le bénéfice derrière attendu, c'est l'augmentation du nombre de clients qui peuvent accéder aux services de l'organisation avec cette application-là. J'espère que la différence est bien claire entre la gestion des bénéfices et pourquoi c'est central au niveau du PGMP. Merci beaucoup, Oumou. Alors, Destin, je te passe la main. Oui, j'avoue que Oumou a cette capacité d'expliquer de façon très claire, très aisée des concepts qui sont compliqués. Au au cours de ce webinaire, nous avons abordé les principes. Nous avons cité les différents principes. On a vu qu'il y avait un principe qui est la réalisation des bénéfices. À côté de cela, il y a un domaine de performance qu'on appelle euh, le management des bénéfices. Donc, quel est le lien entre le principe de réalisation des bénéfices et le domaine de performance management des bénéfices? Alors, je suppose que je prends le relais de Oumou. D'accord. Merci, Destin. Déjà, on va dire faire le lien. J'aimerais d'abord définir ce que c'est qu'un principe. Euh, le principe, comme c'est une vérité donc fondamentale ou une ligne directrice qui s'applique en, dans notre cas ici de gestion de projet, donc à toutes les pratiques qu'un gestionnaire donc de programme et de projet doit utiliser dans le cadre de son activité. Alors, tout à l'heure, tu as parlé donc des principes au niveau du PMI dans la gestion donc des programmes.
On a donc ce principe-là, qui est la création donc de valeur. Il y a le principe donc de réalisation donc de bénéfices. Il y a le principe donc aussi de engagement des parties prenantes, le principe de gouvernance efficace et le leadership collaboratif. Donc, dans notre cas présent ici, le principe donc relatif donc à la gestion donc des bénéfices, c'est la réalisation donc des bénéfices. Donc, il faut noter que donc le bénéfice ne se concentre pas uniquement sur, enfin, le principe plutôt, ne se concentre pas uniquement sur le livrable, mais prend en compte aussi la valeur qui sera produite au cours donc, de la réalisation du programme. Donc, pour revenir maintenant donc à ta question, donc le principe sera donc le pourquoi ici du programme. Le pourquoi nous réalisons ce programme. C'est-à-dire, dans le cas ici, comment, pourquoi, je prends un exemple, comme on l'a fait tout à l'heure, s'assurer que le programme arrive à délivrer donc la valeur via les bénéfices qui ont été donc identifiés et validés. Et donc, le management donc, de performance sera donc le comment, qui va venir donc mettre en ligne les méthodes, les outils, les artefacts, j'allais dire la technique donc pour réaliser ce principe-là. Donc, voilà un peu ce que je peux, à mon niveau, donc, donner comme lien entre ces deux éléments. Docteur Yapobi, tout à l'heure, quand vous parliez, il y a une image claire qui m'est venue en tête. L'objectif et le plan d'action. Donc, l'objectif qui pourrait être la vision, qui pourrait être la philosophie et autres, et le plan d'action qui est la partie opérationnelle. Donc, le principe, c'est la vision et le domaine de performance, ce sera la partie opérationnelle. Comment je fais pour pouvoir réaliser ce principe-là? Est-ce qu'on pourrait imaginer la chose de la sorte? Oui, on peut l'imager de la sorte. Et je pourrais même encore, toujours en m'appuyant donc sur le principe, donc, enfin, sur le PMI, dans donc, le domaine donc, des performances, on a le comment, qui est quoi? Identifier les bénéfices. C'est le comment. On identifie donc les bénéfices. On va le planifier et l'exécuter. On va faire donc le suivi. Et après, j'allais dire la transition. Donc, comment mettre à disposition ces bénéfices-là aux responsables donc de ces bénéfices. Et comment aussi après maintenir ces bénéfices. Donc, tu as le comment, voilà. Mais et c'est donc c'est pourquoi que je disais que le management des performances vient ici comme nous définir comment est-ce que on va réaliser donc ce principe. Le C'est principe donne juste le cap. Voilà. juste, c'est parfait. Merci infiniment. Serge, as-tu une question pour nos orateurs? Oui, effectivement. Alors, la question que je devais poser a été partiellement répondue. Mais bon, je vais encore la reformuler pour que Oumou puisse prendre la main. Alors, comme on le sait bien, dans le cadre du management des programmes, la gestion des bénéfices ne s'élimine pas à leur identification. Elle implique un véritable suivi dans le temps. On imagine donc qu'un bénéfice passe par plusieurs étapes avant d'être complètement réalisé. Selon vous, Oumou, quel est le cycle de vie qui régit la gestion des bénéfices? Alors, comme l'a dit Sylvestre, effectivement, le cycle de vie des bénéfices passe par plusieurs étapes. En réalité, cinq étapes, cinq grandes étapes. C'est assez similaire pour nos amis gestionnaires de projets, avec la gestion de projet avec quelques petites différences. Donc, globalement, les programmes managers ont déjà eu à appliquer ces étapes-là, mais ils ne savent simplement pas que ce sont les étapes que le PGMP utilise pour cadrer un programme. La première étape, c'est l'identification des bénéfices. On ne peut pas obtenir des bénéfices qu'on n'a pas identifiés, bien évidemment. La seconde étape, c'est la planification. On doit vraiment planifier, mettre en place et définir nos indicateurs de succès, similaires au projet.
La troisième étape, c'est l'exécution. C'est la réalisation progressive. Dans un programme, on a l'exécution des projets au niveau de cette phase-là. On ouvre le projet, on le démarre, on l'exécute et on le clôture dans cette phase-là. La quatrième étape, c'est la transition. On considère qu'on a nos bénéfices, on considère qu'on a nos bénéfices, on considère qu'on a transitionné ces livrables vers les opérations et qu'ensuite, on peut avancer. Et enfin, la cinquième et dernière étape, c'est le soutien ou le sustainment en anglais. C'est le maintien de ces bénéfices-là sur la durabilité. C'est le maintien sur la pérennité. Comme je disais, un programme doit fournir des bénéfices durables. Je prends un exemple pour que ce soit un petit peu plus clair pour nos participants. On a un centre d'appel. On veut réduire le temps d'attendre des clients. Les clients passent 10 minutes au téléphone à attendre. C'est une société des eaux, on va dire, ou d'électricité. Les clients ne sont pas satisfaits, ils passent 10 minutes au téléphone à attendre de recevoir un conseiller. Notre bénéfice, c'est de réduire le temps d'attente des clients de 10 minutes à maximum 5 minutes. La planification vise 5 minutes maximum. La réalisation, on dit, on part sur de l'IA qui nous permet de descendre à 4 minutes. La phase de transition, c'est une fois que le système, voilà, qui utilise de l'IA, des bots, hein, nous permet de passer à 4 minutes, il est directement intégré aux opérations, aux opérationnels, qui s'assurent que le système est toujours en maintien opérationnel. Il n'y a pas d'incident, il est monitoré, etc., etc. Et le soutien, c'est de s'assurer que après un an, après la clôture du programme, les clients ne redescendent pas, le temps d'attente ne revient pas à 10 minutes. Le système est toujours utilisé et il est toujours exploité. Donc vraiment, c'est le plus important dans le cycle de vie de la gestion des bénéfices. C'est une partie très importante du PGMP. J'ai eu moi-même beaucoup de questions le concernant. Voilà. Merci beaucoup, Oumou, pour cette réponse très pertinente. Ou bien, Destin, Ah qu'en oui, penses-tu? j'adore. Alors, toujours dans cette logique, nous savons que le cycle de vie des bénéfices ne se résume pas à un simple processus. Il gère également des documents, il génère également des documents, pardonnez, et des livrables, permettant de planifier, de suivre, de valider chaque étape. Selon vous, Sylvestre, quels sont les artefacts ou livrables clés que l'on peut retrouver à chaque étape du cycle de vie des bénéfices? Alors, merci Serge. Je pense que effectivement, à chaque étape donc du cycle de vie donc des bénéfices, de la gestion des bénéfices, il y a donc des documents, des artefacts qui sont produits pour assurer donc la traçabilité, le suivi et la pérennité. Et, au niveau donc de l'identification, on a ce qu'on appelle donc le business case qui va fournir donc la justification économique et stratégique de ce programme. On a le programme donc Charter qui vient ici pour nommer, mais dans lequel on va trouver donc la vision, l'objectif et puis les bénéfices aussi attendus. On a donc aussi le bénéfice register, en français, le registre donc des bénéfices, dans lequel on va donc nommer, décrire chaque bénéfice, c'est KPI, comme l'a dit Oumo tantôt, les personnes qui auront la responsabilité donc de ces bénéfices-là. Alors, ensuite, dans la phase donc de planification, Oumu a donné un très bon exemple. C'est à partir donc de ces documents qu'on on va donc assurer comment est-ce que le bénéfice sera déroulé, mesuré, suivi. Donc, on aura donc un bénéfice donc, plan au niveau donc, du bénéfice. La réalisation aussi donc, des bénéfices, on aura donc un document pour cela. Le roadmap qui va nous donner les différentes étapes donc j'allais dire d'atteinte donc des bénéfices aussi
qui est défini donc à ce niveau-là. Je passe ensuite au niveau donc de la réalisation où, à ce niveau-là, le registre donc des risques qui avait été défini auparavant sera mis à jour lorsque on sera en train de réaliser. Par exemple, on va, dans le suivi, voir si nous sommes donc en retard ou pas, si nous l'avons atteint ou pas. Voilà. Donc, ce registre sera donc suivi à ce niveau-là et mis à jour. Si on a retiré un bénéfice, effectivement aussi, il sera aussi mis à jour. Ensuite, on aura donc pour le tracé donc des KPI, puisque je n'ai pas parlé de suivi, un dashboard qu'on va définir qui va servir donc de report pour euh, nos, nos mandants, ainsi que aussi donc des documents donc de rapports, comme on dit, programme ou de rapports d'avancement. Vient la phase aussi maintenant donc de la transition vers les opérations, puisque une fois qu'on a fini de réaliser les bénéfices, il faut les transférer donc aux bénéficiaires. Il y a aussi le plan donc de transition qui sera là donc fourni et exécuté. Il y a, euh, on va dire, l'assignation donc des bénéficiaires. On va sortir là aussi un document, voilà, pour dire, par exemple, lorsqu'on a livré donc le call center, qui assure la gestion, voilà, qui assure le suivi et autres. Voilà. Il y a les risques résiduels aussi qu'on va transférer aussi. Donc, on va documenter et transférer. Et à la fin aussi, comment on fait, donc, comme on le dit en anglais, le handover. À ce niveau aussi, il y a un document aussi qui sera fourni aussi. Voilà. Ensuite, je pense que c'est le dernier. On va passer donc à la partie pérennisation. À ce niveau, là aussi, il y a les documents, donc, comme les documents de lesson learned, les leçons apprises, pour retracer un peu les expériences, ce qui a bien marché ou pas. Comment aussi on fait, on pérennise donc ces acquis-là, ces bénéfices. Le document de planification aussi sera fourni aussi à ces personnes qui vont, ces bénéficiaires donc de ce bénéfice qui a été réalisé. Ensuite, le document final, qui sera le document donc de clôture même du programme. Parce que comme tout projet qu'on exécute, à la fin, une fois qu'on a fini, il faut faire donc un rapport de fin de projet. Donc, dans notre cas ici, de fin de programme. Donc, voici un peu, j'allais dire résumé, pour dire qu'effectivement, pour assurer donc une traçabilité, un suivi et une pérennisation donc de bénéfices. Il y a donc ces documents, ces artefacts-là qui ont été donc définis et mis à disposition par le PMI au programme manager afin de faire de façon plus efficiente et efficace son travail. Merci beaucoup, Sylvestre. Destin, Oui, je pense j'ai que tu as suivi une avec... question, hein? oui, 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 une question me vient en tête. J'ai suivi avec beaucoup d'attention le cycle de vie. Vous nous avez expliqué qu'il y a la planification. Après cette planification-là, il y a la délivrance des bénéfices. Après, il y a le transfert aux opérations. Après cela, il y a le sustainment, la durabilité. Vous nous avez aussi expliqué tous les artefacts, le business case, l'achat. Mais je suppose que pour pouvoir vraiment consolider tous ces bénéfices, il faut un réel cadre de gouvernance. Donc, quel est le cadre de gouvernance qui doit régir tout cela pour pérenniser nos bénéfices, pour avoir nos bénéfices? Alors, Destin, un programme généralement vient du top management. Dans la plupart des organisations, les programmes sont impulsés par le top management. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont autant de force, entre guillemets. Donc, le cadre de gouvernance vraiment efficace doit reposer sur plusieurs piliers.
Et en entreprise, j'ai réalisé que c'est vraiment le moyen idéal pour pouvoir avoir des bénéfices délivrés. D'abord, on commence par mettre en place un comité de gouvernance du programme. On y inclut nos sponsors qu'on a identifiés. Il est recommandé d'avoir des sponsors leaders, des sponsors qui sont influents dans l'organisation. On y met la direction ensuite. Le directeur général, si possible, doit pouvoir vraiment s'approprier, avoir une vision sur ce programme-là et les différentes parties prenantes clés. L'idée de ce comité de gouvernance du programme, c'est vraiment d'impulser le changement parce qu'un programme change une organisation. Donc, la direction doit pouvoir impulser ce changement-là à tous. Ensuite, il faut mettre en place des revues régulières de performance. On note les bénéfices qu'on avait prévu de réaliser et ensuite où on en est. Ça permet de voir des écarts éventuels. Il faut ensuite proposer des indicateurs clés, clairs, mesurables, smart et qui sont validés dès le départ. Souvent dans le programme, on fait l'erreur de mettre en place des indicateurs pendant le programme. Non, il faut les mettre en place dès le départ. Enfin, quatrièmement, une procédure d'escalade et de décision rapide. Parce qu'un programme, c'est souvent long, il y aura des imprévus, il y aura des problèmes. Il faut être capable d'escalader et il faut être capable de décider rapidement. En résumé, je mets en place mon comité de gouvernance, je fais mes revues régulières de mes indicateurs clés, clairs et mesurables, et je mets en place, si ça ne se passe pas bien, une procédure d'escalade et de décision. Par exemple, moi, dans mes programmes, j'ai tendance à mettre en place un comité qui se réunit chaque trimestre. La durée n'est pas vraiment importante. Tout dépend de la durée du programme, de la pertinence, si les parties prenantes ou les directions sont au même endroit, etc. Mais 3 mois, chaque trimestre, c'est au moins un minimum. Durant cette réunion-là, dans cette réunion de comité, on valide que les bénéfices attendus ont été livrés, hein, sont en cours de réalisation. Et si ce n'est pas le cas, on décide ensemble des ajustements qu'on va faire. Le programme manager proposera les ajustements et le comité décidera s'il est utile de les appliquer ou pas. L'idée, c'est vraiment d'avoir un contrôle sur l'arrivée, sur l'obtention des bénéfices à terme de ce programme-là. C'est le cadre de gouvernance recommandé par le PGMP et que moi-même d'expérience, je recommande. J'ai hâte de mettre en place un tel cadre de gouvernance. Serge, est-ce que tu as une question pour nos orateurs? Effectivement. Alors, dans la pratique, un programme regroupe plusieurs projets et peut générer un grand nombre de bénéfices potentiels. La réussite d'un programme repose donc sur la capacité à identifier et à prioriser correctement ses bénéfices dès le démarrage. Alors, comment identifie-t-on et priorise-t-on les bénéfices au moment du démarrage d'un programme? Ma question est destinée à Sylvestre. Ouais, belle question, on va dire, remarque aussi. Effectivement, ce sont des éléments très importants pour ne pas, on va dire, travailler et que cela ne puisse pas produire donc de la valeur pour l'entreprise. Alors, pour identifier donc les bénéfices, je citerai quelques étapes, par exemple. Déjà, il faut faire une sorte j'allais dire, de benchmark à partir des programmes similaires qui ont été exécutés pour, ré- on va dire, pour une sorte d'analyse et voir ce qui a pu bien se passer de façon correcte et pour, on va dire, nous en servir. En deuxième lieu, il y a l'analyse donc des objectifs stratégiques aussi à faire, puisque tantôt on avait parlé d'alignement. Est-ce que les bénéfices qu'on veut réaliser rentrent cadre avec l'objectif stratégique de l'entreprise? Donc, il y a ça, il y a ce deuxième, on va dire, cette deuxième analyse aussi à entreprendre. Il y a, en tant que chose aussi, l'analyse, donc, j'allais dire, des parties prenantes à faire. Il faut identifier, déterminer les attentes, donc, de ces parties prenantes
pour pouvoir donc les transformer en bénéfices attendus. Et tout ça, on l'a dit tantôt, dans les artefacts, il faudra bien donc le documenter, le tracer, chaque objectif en face, les KPI, en face, la partie prenante donc, qui sera bénéficiaire de ce bénéfice-là, afin que cette personne aussi, non seulement étant impliquée et étant informée, puisse assurer donc cette pérennité-là. Alors, au niveau donc de la priorisation ne va pas se faire de façon, j'allais dire, arbitraire. C'est une méthode scientifique. Généralement, c'est des matrices, donc on va dire décisions qui sont utilisées pour, euh, pour réaliser cette priorisation. Et on va prendre en compte des critères, par exemple, l'alignement stratégique. Est-ce que aujourd'hui, mettre en place le call center, pour prendre l'exemple de Oumou, est-ce que cela, le bénéfice que le call center va apporter, par exemple, réduction, j'allais dire, des appels ou bien traitement rapide, hein, de nos réclamations, est-ce que cela est aligné aujourd'hui à la stratégie de l'entreprise? Sinon, il y a une note qu'on va attribuer. Si oui, on attribuera aussi une autre note. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de tout à l'heure de quelque chose de scientifique. Après, on va regarder la valeur que ce bénéfice va apporter et le délai qui mettra aussi pour, on va dire, être réalisé. Voilà. Si ça va se faire à court terme, à long terme, ça va nous apporter, je dirais, une grande valeur ou une petite valeur. Il y a aussi des notations à mettre à ce niveau des poids qu'on donne. On va aussi regarder le risque, hein, de ces bénéfices-là. Donc, il y a une analyse aussi des risques qui sera aussi réalisée à ce niveau-là. Donc, tout cela réuni dans une matrice qu'on appelle, par exemple, des matrices multicritères ou valeur, faisabilité. Voilà, il y a tout un ton de matrices de ce genre. Donc, ça va nous permettre donc de pouvoir prioriser ces risques qu'on a identifiés auparavant, les bénéfices qui auront les poids les plus élevés. Ce sont ceux-là qu'on va sélectionner et les exécuter. Donc, voilà un peu, on va dire, la bonne pratique telle que enseignée, telle que communiquée donc, par le PMI au niveau donc, du programme management. Merci beaucoup, Sylvestre, pour cette réponse. Destin, je la trouve vraiment pertinente. Oui, très, très pertinente. Avant même de te laisser poursuivre, parce que je sens que tu veux encore, tu as des questions comme ça assez pertinentes qui viennent. Est-ce que nos participants arrivent à avoir l'option Q&A pour poser les questions ou le chat pour peut-être faire des observations? N'hésitez pas, chers participants, à utiliser ces deux outils qui sont mis à votre disposition. Serge, je te cède la parole. OK, merci Destin. Alors, après avoir exploré l'ensemble des notions sur la gestion des bénéfices, il est toujours intéressant d'illustrer ces concepts avec des cas pratiques issus du terrain. Alors, selon vous, Sylvestre, euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous donner un cas concret, un exemple pratique tiré de votre expérience, illustrant comment vous avez appliqué ces concepts dans un programme réel? Alors, je prendrai l'exemple hein, concret de Best Country. À l'entame de ce webinaire, Destin a parlé donc de ce projet, des objectifs de ce projet, les bénéfices qui étaient attendus, donc l'électrification, la digitalisation et la facilitation qui étaient donc des éléments de bénéfices donc de ce programme.
Et ce programme s'est étalé sur 10 ans. Alors, pour mieux maîtriser et identifier hein, les bénéfices, tels que expliqué tantôt, nous avons pris une année, voilà, une année, euh, puisque ce programme s'est fait, on va dire, sur quatre, quatre étapes, quatre jalons. Donc, on a pris une première année pour mettre en place donc, tout ce qui est donc business case, tout ce qui est le registre donc, des bénéfices, leur description, les bénéficiaires, les KPI et autres. Hein. On a aussi mis en place donc aussi la charte donc du programme qui donc a permis hein, au mandant de donner quitus donc au programme manager pour exécuter donc ce programme-là sur les 10 années. Donc voilà. Ensuite, dans la deuxième phase, donc de la deuxième année à la quatrième année, nous sommes passés donc à cette phase donc aussi de planification et d'exécution. Et à ce niveau aussi, à partir donc du plan donc de gestion des bénéfices, on a défini tous les KPI qui allaient être exécutés, par exemple le pourcentage des villages qui allaient être électrifiés, le taux d'alphabétisation, et pareil que aussi pour la digitalisation. Voilà. Ensuite, pendant donc cette exécution, comme je l'avais expliqué aussi tantôt, il y a des mises à jour qui se faisaient sur les registres donc, des bénéfices qui avaient été donc, identifiés. Le dashboard était utilisé aussi pour présenter j'allais dire au mandant, donc au gouvernement, les, les résultats donc, des KPI pour leur montrer si on était donc soit en deçà donc des KPI ou si les KPI étaient suivis, on va dire, à la trace. Passant maintenant donc à la troisième donc, étape qui était donc cette phase que j'ai nommée consolidation, puisque après l'exécution, le suivi et autres, il faut assurer cette transition, là, comme on le dit, aux opérationnels. Alors, donc là, sur la base donc, des, des, des plans donc, de transition qui a été défini, voilà, on a pu donc, par exemple, rétrocéder la partie donc, de l'électrification donc, au ministère qui est en charge, l'alphabétisation aussi au ministère en charge, pareil que pour la digitalisation. Et n'oublions pas aussi que pendant donc l'exécution, il y a eu certains événements ou certains changements qui sont produits. Donc, je n'en ai pas parlé, mais il y a un document donc de change qui était là pour ce suivi-là. Donc, tous ces changements ont été donc, on va dire, updatés, mis à jour dans ce, 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 ce document-là. Voilà. Pour aller maintenant sur la dernière phase, donc, qui est sur la partie donc, de pérennisation, on a aussi suivi notre plan de pérennisation qui a été défini donc, au départ, qui était donc de quoi? Le budget qu'il fallait peut-être allouer à chaque ministère pour le suivi et pour maintenir les KPI en question. Parce que comme on l'a dit tantôt dans la définition, le bénéfice doit se maintenir.
Alors, comment on le maintient? Voilà, dans ce plan-là, on l'a défini et on l'a transmis aux différents ministères pour ce suivi. Comment former aussi le personnel qui va travailler et qui va suivre ces KPI-là. Un document aussi donc de lesson learn, donc de leçons apprises, a été donc édité, mis à jour et transmis donc à chaque ministère. Ensuite, pour terminer, comme je l'avais dit aussi tantôt là, on a produit donc le document de clôture du projet euh, pour pouvoir donc mettre fin à ce programme. Donc voici un peu de façon, j'allais dire, pratique, comment est-ce que nous sommes pris pour mettre et délivrer ce programme qui était vraiment un programme j'allais dire, très vaste et très intéressant aussi, et qui a été beaucoup apprécié par l'administration. Merci beaucoup, Sylvestre. Alors, Destin, Oui, je voudrais avoir peut-être un second cas encore pour bien fixer, figer les choses dans nos esprits. Est-ce que peut-être Oumou voudrait partager avec nous un programme qu'elle a implémenté, comment elle a géré les bénéfices? Bien sûr. Alors, je suis du domaine de l'IT. Je suis full IT, full transformation digitale. J'adore le digital. Et en plus, j'ai une expérience bancaire. Donc, l'étude de cas que je vais vous présenter, c'est la transformation digitale d'une banque qui était classique, entre guillemets. Voilà, j'ai travaillé pour des banques, donc on va prendre cette banque, on va l'appeler la société Yapobi, et on va dire la société Yapobi veut devenir 100% digitale, plus d'agence. Pour ça, elle va définir son programme de digitalisation en 5 ou 7 ans, pardon. Comme j'ai dit, un programme dure souvent minimum 3 ans, maximum 10 ans. Au-delà, c'est un peu difficile de maintenir un programme. Il vaut mieux créer un autre programme et clôturer celui-ci. Donc, l'objectif stratégique, il est simple. Devenir une banque 100% digitale en maximum 7 ans. L'idée, c'est d'améliorer l'expérience client pour notre gène Z qui est tout le temps sur les téléphones. Ils ne veulent pas se déplacer pour aller en agence. Réduire les coûts opérationnels. On n'a plus d'agence, donc il n'y a pas de coût de maintien d'agence, de caisse, etc. Un troisième objectif, c'est d'accroître vraiment l'inclusion financière. On peut avoir maintenant des clients qui sont à 3000 km et qui utilisent notre banque. Donc, les bénéfices sont vraiment maximaux. On se définit un jalonnement. J'ai bien aimé le jalonnement de Sylvestre. On se dit, sur 7 ans, comment je vais arriver à transformer une banque qui fonctionne avec des agences à une banque digitale. Le démarrage d'un programme, c'est souvent le business case. C'est un document très important si vous préparez le PGMP. Il faut connaître son contenu. En résumé, le business case dit quel est l'objectif durant cette phase-là? Je veux réduire les coûts, disons, de 25% grâce à la digitalisation. C'est noté. Je veux avoir des bénéfices. Quels sont mes objectifs? D'abord, j'améliore la satisfaction client. Comme je l'ai dit, la génération Z, elle, ne connaît que son téléphone, son smartphone. Ils ne veulent pas se déplacer. Donc, on améliore leur satisfaction et on réduit le nombre de files d'attente des agences qui nous font embaucher beaucoup de vigiles et autres et avec les risques derrière. De là, je définis ma roadmap en 3 secteurs. Le mobile banking, donc je dois avoir une application qui est capable de faire plusieurs actions, donc consultation de solde, transfert, virement, etc. Je dois construire cette application-là. Je dois permettre le e-paiement parce que voilà, maintenant le téléphone, le smartphone doit être capable de payer en boutique, en magasin, etc. Et je mets en place de l'IA pour la relation client. Donc maintenant, on n'appelle plus simplement des plateaux. On doit pouvoir aller sur WhatsApp, envoyer un message à la banque et il y aura un bot qui répond derrière. On doit pouvoir faire la même chose sur Facebook Messenger, etc., etc. Donc, ma première année, je me concentre sur ça. Je mets en place mon mobile banking, mon application. Je me débrouille pour pouvoir permettre les e-paiements et je mets en place de l'IA pour ma relation client. Ce sont mes 3 axes.
Je passe à l'année 2. L'année 2, bon, c'est vraiment le deuxième jalon. Je peux prendre 2 ans ou 3 ans pour le mettre en place. Pour ça, mon objectif est simple. Je dois réduire de 40% les opérations physiques en agence. Donc, je dois clôturer mes agences et déporter tous mes clients vers mes outils digitaux. Maintenant, ça, c'est la communication, c'est de la publication, c'est des dashboards que je mets en place. C'est vraiment, j'agrémente les fonctionnalités FinTech pour répondre aux attentes de mon marché. Je clôture des agences, c'est vrai, mais derrière, je dois pouvoir mettre les outils pour que les personnes puissent ensuite faire les mêmes actions en agence sur leur téléphone. C'est ma troisième étape. C'est crucial, c'est ma seconde étape, pardon. Et en même temps, je mesure les bénéfices. Je dois me dire, OK, les gens ne viennent pas en agence, mais ils sont sur leur application. Ils sont en train, 40% de mes clients sont maintenant sur l'application. Je ne dois pas perdre de clients. Je suis sur la troisième phase. C'est ma phase de consolidation. Maintenant, les clients utilisent mes outils digitaux. Ils vont plus très bien trop en banque. Maintenant, bah, c'est la phase où je dois euh, pousser de plus en plus, donc consolider, pousser de plus en plus les clients un petit peu réticents à savoir que c'est plus simple d'aller sur les applications mobiles. Je fais des revues de gouvernance. C'est là les comités. On revoit, s'assure que vraiment les clients apprécient ce qu'on a mis en place. On améliore nos outils et on met en place des actions correctives. On renforce la cybersécurité parce que c'est une application digitale. Elle peut être exposée, on peut les hacker. Les clients doivent être rassurés. On doit gérer toutes ces menaces, on doit avoir une équipe cybersécurité, on doit avoir des hackers qui sont bons, qui sécurisent et qui rassurent nos clients. Globalement, c'est la phase où la gouvernance est la plus forte. Et on est en phase amélioration continue. Une fois que c'est fait, mes clients adorent mes applications digitales. Ils vont plus trop en agence. Je suis en train de fermer les agences. Il ne me reste souvent que la maison mère. Je peux passer à la phase de clôture. Je fais mon rapport de transition des bénéfices vers les opérations. Maintenant, ma plateforme digitale est complètement intégrée, opérationnelle et adoptée par mes clients. Je clôture mes agences. Je mets un plan de pérennisation. Je budgétise combien ça me coûte de maintenir toutes ces infrastructures-là. Et on avance maintenant. On continue à innover, on continue à améliorer les services. Voilà, ça doit toujours être attractif, hein. Et on met en place le registre des leçons apprises. Ce registre est très utile pour un projet, mais surtout pour les autres projets et les programmes qui vont arriver. C'est un clé, c'est une réussite clé en fait. La conduite du changement est souvent une grosse partie de ce registre des leçons apprises. Il faut dire comment on a réussi à convaincre des gens qui travaillent en agence à aller plutôt sur les plateaux de centres d'appel, etc. Parce qu'on évite quand même tous les licenciements. Et comment on a réussi à embarquer nos clients et nos employés à l'adoption de cette digitalisation. Et enfin, on fait un rapport de clôture qu'on valide par notre comité de gouvernance qui scelle la réussite de notre programme. Donc, on peut voir que dans cet exemple-là, on ne parle pas simplement de projet. C'est une nouvelle réalité opérationnelle. C'est un changement réel pour la banque. Une banque qui avait l'habitude de recevoir des clients vis-à-vis, maintenant, c'est des applications, c'est des messages, c'est des bots. C'est pour moi ce qu'il y a de plus intéressant dans un programme. C'est stratégique. C'est pas simplement un projet IT de développement. Non, non, non. C'est un programme stratégique qui est piloté avec des jalons, de la rigueur et qui change la structuration d'une entreprise. Et pour moi, le PJMP, c'est ce qu'il apporte au programme manager. On a une meilleure vision stratégique, on est capable de structurer chaque jalon et on est capable de piloter les bénéfices. Après avoir fait le PJMP, donc, notre top management est censé voir que notre pilotage est différent. Chaque transformation doit être réussie et durable, et durablement appliquée et adoptée par tous. C'est l'exemple que je voulais vous présenter aujourd'hui. Super, super, super. Serge, je te passe la parole. Merci beaucoup, Destin. Alors, le mot de fin, que pouvons-nous retenir du management de bénéfices, selon vous, chers panélistes? Euh, honneur à la dame. J'allais te laisser l'honneur. Alors, pour moi, le management de bénéfices est central. Quasiment, quoi, peut-être 40%, 50% des questions que j'ai eues sur le PGMP parlaient de ça. Parce que le programme, encore une fois,
n'a de sens que s'il apporte des bénéfices. On ne crée pas un programme avec des ressources mobilisées pendant plusieurs années si l'organisation ne voit à l'issue rien du tout. Les bénéfices doivent être stratégiques, les bénéfices doivent être appliqués, connus, mesurés, exploités sur la durée. Je te laisse la parole, Sylvestre, si tu veux compléter. Merci beaucoup. Merci. Euh, je vais juste aussi ajouter pour chacun de nous. Voilà. Donc, souvenons-nous que livrer des projets, c'est bien, mais réaliser des bénéfices est essentiel. Voilà. Donc, à nous, en tant que donc, leader, de garantir que nos programmes ne sont pas là uniquement pour des livrables techniques, mais qui apportent des véritables valeurs pour notre organisation. C'est mon mot de fin. Merci beaucoup, Sylvestre. Alors, nous allons passer aux questions-réponses. Destin, je te passe la main. Ok, merci. Merci infiniment, Serge. C'est maintenant la question-réponse. Il nous reste 8 minutes. On n'a vraiment pas vu le temps passer, tellement les notions étaient assez intéressantes, étaient très bien définies. Et voilà, on a eu une question qui a déjà été répondue. Est-ce qu'il y a d'autres questions, il y a d'autres contributions que nos participants voudraient apporter? C'est l'occasion. Vous pouvez les poser maintenant. On a vu que apparemment le chat ne marche pas. Vous pouvez faire vos contributions dans l'option Q&A, s'il y en a. Chez mon du copier, est-ce que vous voyez quelque part une question qui n'a pas fait l'objet de réponse? Soit dit en passant, j'ai vu qu'on nous suivait d'un peu partout. On a une main levée. Une main levée. Oui, Laissez-moi bonsoir, l'identifier. bonsoir Destin. Non, c'était juste pour dire que non, il y a deux questions qui ont été posées, qui ont été répondues. Donc, oui, pour l'instant, il y a plus d'autres interventions de la part des parties. D'accord. Merci infiniment. Eh bien, ça montre peut-être que les notions ont été très bien expliquées, ont été plus ou moins assimilées. C'est l'occasion d'inviter nos participants à se lancer réellement. On a vu comment nos experts, comment Oumou, comment Sylvestre expliquaient de façon très simple le programme management, la gestion des bénéfices. Je pense que pour ceux encore qui hésitent, il ne faudrait plus le faire. C'est l'occasion de se lancer dans cette certification. Avoir le PGMP et peut-être après le PFMP. Avec toutes ces séries de webinaires, déjà après le deuxième webinaire, j'avoue que les retours sont bons. Moi-même, je suis un peu plus à l'aise. On n'a plus cette peur ou on ne devrait plus avoir la peur de cette certification, le PGMP ou peut-être autre chose. Et c'est certainement pas Blaise qui me dira le contraire, coach Blaise. Non, 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 non. Normalement, l'objectif, c'est de voilà, casser les barrières, les craintes et puis permettre à tout le monde d'y aller. L'objectif est personnel, en fait, les avantages. Là aussi, c'est des bénéfices pour soi, mais aussi pour les entreprises pour lesquelles vous bossez. Voilà. Donc, vraiment, il faut y aller pour ceux qui veulent vraiment voilà, produire des bénéfices pour leur entreprise de manière durable et ainsi de suite, comme l'ont expliqué nos panélistes. Merci. Merci beaucoup. J'ai vu qu'on nous suivait, les participants venaient un peu de partout, de tous les endroits du monde pratiquement. J'ai vu le Sénégal qui était fortement représenté. Je suppose que ce sont en fait, les collègues, les amis de Oumou qui sont venus vraiment soutenir fortement notre expert. J'ai vu aussi des participants de la Côte d'Ivoire. J'ai vu quelques participants de la RDC. Eh bien, ça, c'est encourageant. C'est encourageant. Merci de toujours rester connecté. Merci de toujours venir partager avec nous. Nous pouvons déjà annoncer les couleurs pour le prochain webinaire qui se déroulera le 23, nous sommes en septembre, 23 octobre. Le 23 octobre, on va aborder une autre thématique de la gestion des programmes qui est le management des parties prenantes, l'engagement, j'allais dire, des parties prenantes. Et ça, ce sera le 23 toujours, de 18h30 à
19h30. Et je ne voudrais pas qu'on se laisse comme ça sans donner un petit bonus. Donc, il y a les PDU qui sont disponibles. Et permettez-moi de vous donner lecture maintenant de ce PDU-là. Voilà, vous pouvez noter, s'il vous plaît. Donc, le code PDU, c'est le 49 30 A F N H S et 3. Je reprends. 49 30 A F N H S et 3. D'ici demain, tous les participants recevront ce code PDU que je viens de donner, de communiquer, mais aussi un support. Il y a un support qui a été bien conçu et élaboré dans le cadre de ce webinaire et il sera partagé à tous. Chers membres du COPIL, est-ce que vous avez d'autres mots? Vous voudriez ajouter quelque chose? Il nous reste encore 3 minutes. On va exploiter le temps jusqu'à la fin. Alors, Destin, j'ai l'impression de Voilà, voir deux, trois questions. je Je ne sais vois pas qu'il si y on a, a le temps. voilà, Exactement. il y a des mains levées. Mhm. Je ne sais pas Oui. trop si on a le temps de D'accord. répondre. Je vois deux mains levées. Levé, effectivement. Euh, Monsieur Kwame, on va vous donner la parole. Allez-y, Monsieur Kwame. Monsieur Kwame, vous pouvez prendre la parole? OK. Me- Monsieur Ouattara, Elie Ouattara. Bon, donc, visiblement, vous n'arrivez peut-être un petit souci technique. Je sais encore. Gilbert, Monsieur Gilbert Kourouma. OK. Dans ce cas, ce que je vous propose, dans l'option Q&A, essayez de poser les questions et nous, on va les reprendre au fur et à mesure. Il y a une question qui revient sur le cadre de gouvernance. Bon, déjà répondu par Patrick, mais bon, Patrick, il a fait un travail formidable. Je ne sais pas si vous voyez d'autres questions, hein, parce que les questions que je vois ont déjà eu une réponse, un élément de réponse. Une question revient sur le coût de la certification. Combien de temps préparer cette certification? Sans procrastiner, à combien revient la certification et combien de temps faut-il pour pouvoir préparer la certification PGMP? Alors, je vais répondre à cette question. Oui, 3 mois. J'ai mis exactement la même durée pour préparer le PMP que le PGMP en réalité. On ok, pense que c'est plus costaud, plus difficile. C'est vrai que bon, c'est challengeant, mais en réalité, avec la même détermination, on peut passer autant de temps sur le PMP que sur le PGMP. Donc 3 mois. 3 mois. Et Oui. à peu près combien revient les frais pour cette certification? Alors le PMI, peu de personnes le savent, mais le PMI nous offre, nous, côté Afrique et Moyen-Orient, des coûts réduits par rapport à l'Europe. Le Ouais, PMI nous incite même, nous, Africains, à nous certifier. Là où en Europe, on est sur des coûts autour de 1 000 euros, en Afrique, on est sur des coûts de 500 euros, à peu près 500-600 euros, ouais, 540 de mémoire. ouais, ouais, d'accord. Voilà, et c'est moins cher donc de le passer pour l'Afrique et le Moyen-Orient que pour le passer en Europe et aux États-Unis. Ok. Donc, c'est encore l'occasion pour ceux qui sont peut-être en Europe, peut-être aux États-Unis, de vous inscrire dans nos chapitres, les Oui, chapitres bois, le c'est chapitre local, exactement ça. et profiter de cette réduction de coûts là, et aller à la certification. Oui, c'est quasiment le Destin, double, Oui, simple je voulais double. un peu ajouter, en fait, normalement, si vous avez passé le PMP, vous pouvez aller au PGMP dans les 1 mois ou 2 mois qui suivent parce que, en fait, les questions viennent au-dessus, en fait, d'un certain nombre de questions du PMP. Donc, le fait de passer le PMP, vous avez les notions fraîchement en tête
Et puis là, votre préparation va consister à combler le gap. Donc, notamment, comme on me l'a dit, et notamment tout ce qui est gestion de bénéfices qui ressort beaucoup dans l'examen du PGMP. Et donc, du coup, il vous sera beaucoup plus facile d'aller vers le PGMP si vous venez de passer le PMP. Bien sûr, si vous remplissez les critères, parce qu'on demande 4 ans de gestion de programme et ainsi de suite. Voilà. Sinon, la préparation, Je comme elle l'a confirme. dit, il faut compter en moyenne 3 mois. Tout dépend du temps que tu y consacres pour préparer l'examen, pour bosser et ainsi de suite. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci Je infiniment. confirme, je confirme. C'est plus facile après le PMP parce qu'un programme manager est censé encadrer les chefs de projet. Du coup, il y a beaucoup de questions quand même sur ce type de relation-là. Je confirme, effectivement, c'est plus simple pour les nouveaux fraîchement certifiés PMP d'aller vers le PGMP. Ok. Mais les autres, ne vous découragez pas, hein. C'est une petite révision de quelques mois, quelques semaines, et puis on avance. Super, super, super. Eh bien, j'aurais voulu entendre un peu quelques participants prendre la parole, mais visiblement, cela n'est pas possible. Peut-être la technique, mais ce sera chose résolue pour les prochains webinaires. Vous aurez l'occasion de prendre la parole. Eh bien, c'est sur ces mots, il est 19h32, on devait finir à 19h30, on a pris un peu plus de temps, 2 minutes. Et sans plus tarder, je voudrais, avec votre permission, mettre un thème à ce webinaire de ce soir, tout en remerciant infiniment nos panélistes, nos experts qui ont expliqué de façon sublime, de façon très brillante, des notions, des concepts assez compliqués, complexes. Remercier tous les participants venus des autres chapitres, remercier le comité de pilotage qui s'est vraiment plié en quatre pour avoir un webinaire, j'espère que vous avez apprécié, de qualité, et restez connectés pour le prochain webinaire, le 23, qui parlera de l'engagement des parties prenantes. C'est sur ce mot que je vous dis très bonne soirée et bien de choses à vos différentes familles. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à Bonne soirée. tous.